Hello Clément, Salut. tu vas bien? Oui, très bien. Bon, c'est vraiment un plaisir de te recevoir dans le podcast Loop sur le triathlon. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Clément Mignon, j'ai 24 ans. Je suis triathlète professionnel maintenant depuis 2 ans, c'est ma troisième année. Ok. Voilà, et j'habite sur Nice maintenant depuis presque 3 ans. Et au quotidien, tu fais du coup que du triathlon? Oui, oui, je suis professionnel à 100%. Je me consacre uniquement au triathlon. Ouais. Ok. Et justement, pour mettre les auditeurs dans le bain, j'ai souvent une première question pour lancer ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous expliquer une journée type de ton quotidien, celle que tu as l'habitude de faire ou celle que tu as envie de raconter à nos auditeurs? Oui, oui, bah souvent, je commence quand même par le vélo, par une sortie, on va dire 3 heures, 3 heures et demie avec une séance. Donc, on va dire entre 8h30, 9h, le début, jusqu'à midi à peu près. Ok. Après, j'ai mon repas, une petite sieste derrière, quand même, minimum une demi-heure. Enfin, quand je suis pas trop fatigué, j'arrive pas trop à dormir. Ok. Et ensuite, souvent, c'est natation pour, on va dire, une session de 1h45 avec le club. Donc, je nage dans un club avec des plus jeunes que moi à Nice. Et après, souvent, c'est en fin de journée, un petit footing ou avec quelques lignes droites ou ça peut être un petit déblocage pour finir la journée. Ok, donc ça fait des journées bien chargées. Tu triples tous les jours ou c'est assez irrégulier? Non, je triple pas tous les jours, je triple 3, 4 fois semaine quand Ok. même. Mais non, je triple pas tous les jours. Ouais, parce que c'est vrai que la charge est importante. J'ai vu à ton sourire que le point repas et sieste était quand même important. Oui, Donc, oui, c'est sûr. Bah ouais, c'est surtout sieste, hein. C'est vrai que je sais que des fois, je suis très fatigué après mon premier entraînement du matin. ok. Et c'est vrai qu'après le bon repas et la sieste, je peux repartir sur limite une deuxième journée. Ouais. Donc ça, je l'avais vu surtout il y a quelques années. Il y a 4 ans, quand j'étais sur Marseille, je m'entraînais énormément. Et c'est vrai que des fois, j'étais très fatigué après 5 heures de vélo. Et l'après-midi, je pouvais repartir sur une séance course à pied avec le club. Ok. Et c'était nickel, quoi. La sieste réparatrice. Ouais. Et justement, tu commences toujours par le vélo? C'est très souvent. Ouais. Ok. Très souvent, selon les périodes, je nageais aussi le matin, tôt. Mais je suis pas très lève-tôt, j'aime pas ça, je suis pas bien dans l'eau le matin. Ok. Alors ça va m'arriver quand je recommence un cycle où je vais nager le matin, je vais être bien pendant une semaine, 2 semaines, et quand la fatigue arrive avec la charge d'entraînement, Ouais. j'avance plus rien le matin, il n'y a plus rien qui se passe, Ok. perte de motivation un peu. Ouais, Et donc t'as c'est vrai vraiment que besoin du sommeil quand même, quoi. ouais, ouais, j'ai vraiment besoin de sommeil. J'ai du mal à m'endormir tard le soir, Ok. tôt le soir, je m'endors tard. Ok. Du coup, forcément, à lever un peu plus tard. Et derrière, ça décale un peu la journée, mais je sais que quand j'étais nageur avant, je nageais énormément, beaucoup le soir. C'est vrai qu'on nageait le midi, le midi et le soir, ou le soir d'ailleurs. Et moi j'adore, c'est là où je me sens le mieux. Le Ok. soir. Et justement, tu dis que plus jeune, tu faisais de la natation. Du coup, Clément, plus petit, tu faisais quel sport? C'était que de la natation? Tu faisais plein de sports? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans le triathlon et qu'on est là aujourd'hui? Alors j'ai fait un peu de foot, un peu comme beaucoup de garçons à cet âge-là, pendant 3 4 ans avec les copains, quand j'étais, on va dire, j'avais entre 6 et 9 ans. Ok. Et en parallèle, je faisais du motocross. En fait, j'ai eu ma première moto. Mon père a fait beaucoup de motos. J'ai eu ma première moto à 6 ans pour Noël. Donc, une vraie moto pour aller sur des circuits de cross. Et j'ai fait tout de suite des compétitions en moto. Et tout le week-end, on allait avec mon père sur les terrains ou dans des champs qu'il avait Ok. pour faire de la moto. Et c'est vrai que j'ai fait 5 6 ans de moto. Et après, donc, quand j'ai commencé vraiment sérieusement la natation à 12 ans, donc à l'entrée du collège en sport-études, forcément, fallait faire un choix. C'était compliqué avec les compètes le week-end, puis Ouais. même toute la semaine d'entraînement, pas trop compliqué de monter sur une moto le week-end, quoi. C'est très. On dirait pas comme ça, mais quand on fait une journée entière sur une moto, c'est très fatigant. Ouais. Et donc, j'ai fait le choix, porter sur la natation. C'est vrai que j'avais vite accroché avec ce sport. Ok. Et voilà, j'étais parti, j'ai fait 5 ans en sport-études en natation avant de me tourner vers le triathlon. Ok, donc ça, c'est au collège en fait que t'es parti en sport études. Exactement, ouais. En fait, j'ai commencé 2 ans donc en CM1, 2 ans avant le collège. Ok. Et tout de suite, je me débrouille assez bien parce que j'ai des bonnes bases en natation quand même, hein. Mes parents m'ont appris à nager assez jeune, tout ça. Ok. Donc, j'ai vraiment commencé à 10 ans. Et tout de suite, j'étais plutôt à l'aise dans l'eau. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a animé justement petit sur cet aspect natation? Qu'est-ce qui fait que t'es parti en sport études? C'est que t'avais les potes qui étaient là, t'avais le collège d'à côté qui faisait ça, ou c'est vraiment t'étais en recherche de performance, t'avais envie de te dépasser dans un sport? Qu'est-ce qui t'animait avant? Et on verra après qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui, quoi.
Je pense que c'est là quand on retrace un peu ce que j'ai fait plus jeune, c'est vraiment la performance qui m'a attiré tout de suite. Ok. Parce que justement, j'étais à l'école, à l'école élémentaire, quoi, primaire. Et j'étais j'avais plein d'amis. Et en fait, le collège pour le sport-études, c'était un collège qui était à 30 minutes de chez moi. 25 minutes de chez moi plutôt. Et du coup, j'allais me retrouver sans connaître personne quasiment. Ouais. Donc c'était vraiment nouveau, j'allais avoir 12 ans, complètement changé. Et c'est vrai que je pense que ouais, j'étais tellement motivé que je me suis dit, ouais, ça vaut le coup, enfin, j'ai envie de faire ça. Donc je suis parti. C'est vrai que c'est là que ça a coupé un peu le lien avec mes amis d'enfance, on va dire. Ouais. Enfin, de très petite enfance. Et tout de suite, je connais quand même une personne, un de mes meilleurs amis, qui est encore un de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui a commencé comme moi à 10 ans et on a nagé ensemble pendant des années, quoi. Ok, donc on voit que ce qui t'anime, c'est cette recherche de performance, bien sûr, cette peur quand on est jeune de partir. Et justement, comment tu le vis, le sport-études, de ton côté? Est-ce que c'est quelque chose qui est, une fois que tu t'es engagé face à cette peur, est-ce que c'est quelque chose de compliqué au quotidien? Est-ce que tu avais déjà pris un tel volume d'entraînement en plus des cours malgré tout? Comment tu subis ça? Ouais, le volume d'entraînement, en fait, je le faisais déjà quasiment avant. C'est vrai que très tôt, vu que je me débrouillais bien, à 10 ans, je nageais déjà avec des personnes qui avaient 14, 15, 16 ans. Ok, À 10 ans, je nageais des fois 6 ou 7 km. Donc au seuil, parce que forcément, pour suivre les plus âgés, je pense que ça m'a beaucoup aidé à développer cette capacité très jeune. ouais, Ça m'a quand même empêché, par contre, d'avoir un peu de vitesse. C'est vrai que globalement, surtout dans les trois sports, je suis pas quelqu'un de très explosif. Je me débrouille, mais je sais pas c'est pas mon point fort. ok, Et c'est vrai que tout de suite, non, j'ai accroché direct. On était un petit groupe de potes. Voilà, tout de suite, ça s'est hyper bien passé. Ça m'a apporté énormément, hein, de la rigueur et tout, parce que c'est vrai ouais, que c'est un âge, l'adolescence, chez les garçons, ça peut un peu vite dériver, on peut vite dévier, on va dire, et prendre le mauvais parcours des fois. ouais, Et c'est vrai que ça m'a mis dans le droit chemin tout de suite. Voilà, j'avais des bonnes fréquentations. On était tous les jours à 15h, on finissait les cours. Un bus venait nous chercher avec les entraîneurs. ouais. À 17h30, je finissais l'entraînement. À 18h, j'étais chez moi. Les devoirs. Tout de suite, ça m'a appris la rigueur. Et je pense qu'aujourd'hui, ça m'aide énormément dans le triathlon. Ouais. Ouais, justement, c'est quelque chose de me demander. C'est aujourd'hui, quel est l'impact sur ta vie? C'est la rigueur, mais il y a quoi? Il y a l'organisation, le dépassement de soi aussi, que tu as peut-être déjà vécu jeune. Ouais, l'organisation aussi, parce que Ouais, c'est vrai quand on a 12 ans, il y avait quand même mes parents derrière moi, mais c'est vrai que c'est pas évident de gérer nager tous les jours après une journée de cours. Quand on passe du CM2 à la 6e, il y a déjà un changement. Faire les devoirs à 18h, les compétitions le week-end, c'est vrai que bon, c'est quand même pas mal. Les stages pendant les vacances, c'est 2 semaines, et là par contre, on nage matin et soir, ouais. tous les jours. Des fois, on partait, on ne restait pas sur Angoulême où j'étais basé. Donc, ouais, ça m'a appris aussi dans l'organisation énormément. Ouais. Et là, du coup, tu es arrivé sur quel niveau en natation et tu décides de faire la transition quand, du coup? Bon, on va dire 14-15 ans, c'est là où j'avais mon meilleur niveau. J'avais un niveau, donc c'était National 2. Ok, J'ai raté à 15 ans, donc en minime, la qualif pour les France. Je faisais beaucoup de 4 nages, donc 204 nages, 404 nages. J'ai un record à 2,18 en grand bain, 204 nages à 15 ans, et au 404 nages, 4,50 à peu près, un truc ok, comme ça. Donc c'est vrai que voilà, 15 ans, nager le 404 en 4,50, c'était très correct. Et en fait, j'ai raté de quelques centièmes. C'est pour ces deux nages les qualifs pour les France. ok, Donc j'avais 15 ans. Et là, je me suis dit, je connaissais quelques nageurs dans ma région qui faisaient les France d'aquathlon tous les ans. Ils faisaient pas de triathlon, ils faisaient que de la natation, ils faisaient les France d'aquathlon. ok, Et je me suis dit, pourquoi pas essayer. Je courais pas trop mal, je courais quasiment jamais, mais je courais quand même le mercredi. On faisait natation le mercredi midi, 2 heures. Je courais à peu près 6 km pour aller à la muscu. ok. Je faisais muscu. Pareil, je faisais de la muscu à 14 ans, sans des charges énormes, mais c'est vrai que c'était un peu jeune ou quoi. J'ai fait énormément d'entraînement jeune, mais je pense que ça me sert aussi aujourd'hui. Et je revenais 6 km de la muscu à la piscine et je renageais 1h30 le soir. Et je m'étais levé à 6h30 le matin pour aller à l'école. Ok. Donc ça, c'était en milieu de semaine. Donc c'est vrai que
C'est vrai que c'était, ouais, mais c'était plaisant et je pense que ça m'a énormément servi. Et puis c'était du plaisir. Enfin, moi, Ouais. j'allais vraiment, j'étais motivé quoi. J'étais motivé à faire ça et ça me dérangeait pas. Je m'avançais le mercredi, le mardi soir pour faire mes devoirs pour le jeudi déjà. Ok. Comme ça, le mercredi après, c'était que du sport et je savais que le soir quand je rentrais à 21h chez moi, j'avais juste à manger, dormir et Dormir, dès ouais. jeudi, ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, t'avais plus envie de compter les carreaux et que t'as eu Ouais. envie de changer de sport? Bah du coup, ouais, c'est France d'Aquathlon. Je me suis dit pourquoi pas tenter. Ok. C'était même pas dans l'optique de mettre tout de suite au triathlon. Hein. J'en avais fait quelques-uns parce que bah, mon père vient du cyclisme aussi. Il m'emmenait des fois voir des triathlons et tout. Donc j'en avais fait plus jeune, des petits, Ouais. un ou deux on va dire quand j'étais benjamin. Et forcément en natation, je faisais des écarts énormes parce que quand on est nageur, ça aide beaucoup. Le vélo, bah, j'en sais jamais, du coup un peu difficile. Et la course à pied, ça allait. Et donc c'est France d'Aquathlon, donc je contacte l'entraîneur donc, qui a été mon entraîneur pendant 8 ans, Valentin Deschamps, donc au club d'Angoulême. Et je lui dis ouais, il y a les qualifs dans 10 jours, je crois. Qualifs d'Aquathlon dans 10 jours. J'aimerais bien essayer, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Donc il me dit bah viens à la piste, pas de souci, on va voir ça. Donc je fais une séance piste, donc c'était ma première séance, et je fais 10 fois 400. Donc mon entraîneur en fait s'entraînait avec c'est un autre athlète, Benjamin Zornotti, donc un Tahitien qui était à l'époque à Angoulême en fait, je le connais depuis que je suis assez jeune parce qu'il faisait des études d'ingénieur Ok. à Angoulême. Donc il s'entraînait avec mon coach et donc c'était 10 fois 400 et moi j'étais derrière on essayait de les suivre. J'avais fait une 18 ou une 19 de moyenne sur le 10 fois 400. Donc c'était ma première vraie séance à pied et en plus sur piste. Ouais. J'ai fini mort, des courbatures. Et donc après, j'ai récupéré jusqu'à la course tranquillement. Je nageais beaucoup forcément à cette époque. Et je nageais avec les nageurs qui allaient aux France et de natation. Et du coup, ouais, j'ai fait la course et ça s'est hyper bien passé. J'avais fini deuxième. Donc juste derrière, à l'époque, c'était Arthur Berland qui était Ok. l'un des meilleurs Français chez les jeunes. J'étais super bien sorti de l'eau et après la course à pied, c'était plutôt pas mal. Donc qualif aux France et bah, les France 2 semaines encore après. Donc j'avais refait une séance piste avec des 200, c'était un peu plus facile déjà. Mais pareil, je fais ça quelques jours avant la course et j'ai eu des courbatures jusqu'à la course. Et Parce que ouais. mon corps était pas habitué, c'était une catastrophe. Et je fais 8ème à ces championnats de France, donc minime. Euh, et ouais, c'est spécial, j'avais adoré. Et petit à petit, je me suis dit, bah, l'année prochaine, je fais les deux, natation et triathlon. Parce qu'on m'a toujours dit que c'était hyper important de nager. Et c'est vrai que plus ça avançait, plus j'étais un peu moins motivé par la natation. Ouais. Je savais qu'en natation, voilà, en plus je changeais de catégorie, je passais cadet, donc les temps pour les France, tout ça c'était encore plus dur. Je voulais aussi progresser en vélo, en course à pied, du coup j'essayais de rater les séances de natation avec le sport études. Le mardi, vendredi, voilà, je disais ouais, je vais chez le kiné, alors qu'en fait j'allais courir et rouler, et après bon, j'allais chez le kiné, c'est vrai. Et parce que j'ai eu beaucoup de blessures du coup sur mes Ouais. débuts, parce que bah, déjà je m'entraînais beaucoup tout de suite. J'étais tellement motivé que mon entraîneur était obligé de me freiner parce qu'il disait c'est pas possible. Je courais le midi pendant les cours, Ok. 1 heure, donc je mangeais en 20 minutes. Après j'allais courir, le soir j'allais nager. Donc, Et ce qui t'animait, c'était vraiment performer, quoi. ah ouais, complètement, ouais. Et toujours aujourd'hui? Ouais, toujours Ok. complètement. Moi j'ai toujours dit, hein, ce que je dis souvent à Marjolaine, à ma copine, c'est que s'il n'y avait pas de compétition, je pense que je ferais pas de sport. Donc c'est ce qui me. Ouais, j'aime m'entraîner, hein, mais ce qui me motive quand j'ai plus envie de m'entraîner, quand j'ai pas envie, bien sûr, il y a des jours, c'est que j'y arrive Ouais. pas. Et ben, j'ai juste à repenser à la compétition, l'objectif. Qu'est-ce que l'objectif aujourd'hui? Et je sais que tout de suite, c'est parti, quoi. Ok, donc cette transition en triathlon, finalement, elle a 16 ans par là. 16 ans, ouais, exactement. Ouais. Ok, donc ça donne peut-être de la motivation à certains des auditeurs qui peuvent nous écouter parce que la transition, elle est quand même ultra rapide. Parce que là, tu as 24 ans, donc tu as déjà fait énormément tes preuves. Mais ta première saison en pro, c'est à quel âge du coup? Ma première saison pro, donc c'était après le Covid, 21. Ouais, 21. Ouais. C'est Ouais, ma troisième donc, saison, 21, 22, ouais. bon, en allant courir entre midi et deux après avoir mangé, ça progresse vite quoi. Oui, oui, c'est sûr. Après, au début, ça a un peu ralenti ma progression parce que pendant 2 ans, je me blessais tout le temps. Et ouais, En fait, j'étais très lax des chevilles, des genoux, tout ça, avec mon passé de nageur. Donc ouais, ça a été assez compliqué. C'était pas des grosses blessures, hein, mais c'est des petites blessures, tendinite, tout ça, périostite, des entorses. J'ai fait énormément d'entorses juste en courant dans les bois. Mes chevilles, c'était une catastrophe. Donc pendant 2 ans, je pense, pas beaucoup progressé à pied, honnêtement.
J'ai beaucoup progressé en vélo, natation, je commençais à régresser un peu, malheureusement, parce que je passais beaucoup de temps sur les autres disciplines. Ouais. Et du coup, ouais, c'est sûr, après, il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé même après moi et qui ont réussi à performer, hein. Ouais. Bien sûr, il y en a qui ont commencé très jeunes, mais il y en a qui ont commencé après moi, et c'est sûr. Quand on a l'envie, il n'y a pas de raison, hein. Il y en a, ils viennent de sports complètement différents du triathlon, ils ont commencé à 18 ans, 20 ans. Ouais. Certains pros, des étrangers. Et voilà, enfin, moi je pense à Magnus Ditlev, il a commencé à la fac, donc après 18 ans. Et bah, là, c'est l'un des meilleurs du monde aujourd'hui. Donc, Ouais. et il venait du foot, il faisait du foot. Donc, Ok. bon, il y a des bases de course à pied, mais Ouais. c'est quand même pas la même chose. Non, c'est pas le même effort. Monter sur un vélo et apprendre à nager, c'est pas Ouais, parce que évident. toi, surtout la natation, c'est vrai que c'est un atout, comme on peut le voir en tri, mais comme tu le dis, ton corps, enfin, ton bas du corps, il est pas raide du tout. Aujourd'hui, est-ce que tu considères qu'il est raide ou tu considères que tu as encore quelques déficits sur cette partie-là? Non, il est super raide. Ouais. Pour le coup, c'est une catastrophe. J'ai plus du tout le bas du corps aquatique, mais Ok. vraiment plus du tout. C'est même une catastrophe. C'est pour ça que ça m'a fait un peu régresser à un moment donné. C'est que je suis très dense des jambes du coup maintenant. Ok. Et je galère un peu au début sans le pull boy avec que l'élastique. J'arrivais même pas à faire 25 mètres Ah ouais. il y a 2-3 ans. Et j'ai dit je vais travailler un peu sur ça. Et en travaillant sur ça, j'ai réussi un peu à rééquilibrer mon corps. Mais ouais, c'était assez compliqué d'un seul coup. J'avais tellement pris, on va dire, un peu de masse musculaire avec le vélo et la course à pied Ouais. que moi, je pense que mon corps était plus fait à la base pour un sport comme la course à pied ou le vélo que pour la natation, honnêtement. Ouais. Parce que j'ai jamais réussi à être hyper développé du haut du corps, contrairement à d'autres nageurs qui ont commencé. C'est vrai que j'ai pas du tout le corps d'un nageur, pour avoir commencé jeune en plus. Ouais. Et je pense que ouais, j'étais pas fait pour ce sport. Et la douleur du. Pas fait pour ce sport, ouais, j'imagine. Et la douleur du vélo, c'est quand même une douleur qui est, je trouve, assez particulière à assimiler. C'est vraiment une brûlure qui est différente justement de la course à pied et la natation. Comment, toi, cette transition-là sur le vélo, elle s'est faite? Est-ce que tu as tout de suite apprécié? Est-ce que en plus tu étais sur un route ou sur un CLM dès le début? Comment tu as géré un peu cette appréhension de ce sport qui est quand même assez difficile? Alors j'étais sur un route avec un prolongateur assez long que mon père m'avait mis. C'était son ancien vélo de route quand il était plus jeune. Et ouais, ça brûlait un peu les cuisses, surtout que moi j'adorais seuiller déjà, on va dire. Ouais. Donc je partais, c'était faire 35 de moyenne ma première sortie. Donc ouais, j'ai tout de suite adoré ça. Ça brûlait les jambes, mais c'était pas horrible, je trouvais. Ouais. Et pareil, tout de suite, mon père m'avait emmené en montagne. On avait fait une semaine, 10 jours en montagne dans les Pyrénées. Et j'étais hyper à l'aise en montée. Il était même très étonné parce que il venait du vélo et Il n'arrivait pas à il me suivre. suivait pas. Donc, et j'avais 15 ans. Donc, ouais, Il t'a remis à la natation. donc ouais, non, le vélo, j'ai assez vite progressé, assez tôt quand même, hein, assez rapidement. Ouais. Ok. Et quand tu commences le triathlon, donc j'ai bien compris que c'était vraiment ce qui t'animait la performance, mais quand tu commences le triathlon, est-ce que tu te dis tout de suite, je vais aller sur du long? Ou justement, tu es dans une période de transition où tu sais pas, tu dis, je vais faire du triathlon, on verra si je vais sur du court, sur du long. Est-ce que tu as une stratégie là-dessus? Moi, c'était de faire du court. Ok. Forcément, un peu de court parce que pour moi, je voyais voilà, les JO, voilà, à l'époque, c'était Vincent Louis, tout ça déjà, qui était jeune, hein, mais qui est déjà performé. Et non, je voulais faire du court, passer les années jeunes. Mon coach me l'avait dit, en plus c'était hyper important de faire les années jeunes, tout ça, pas brûler d'étapes. Mais il m'a dit, je pense au deuxième ou troisième entraînement de vélo avec lui, il m'a dit tu finiras sur du long, c'est obligé. Ok. On prendra le temps, mais tu finiras sur du long, c'est sûr. Je sais pas, j'avais cette capacité de résistance déjà sur le vélo par exemple. Et au final, donc j'ai fait mes années jeunes, cadet, junior. Ouais. Au fur et à mesure des années, j'ai énormément progressé. En junior, je fais 5e au championnat de France avec le meilleur temps à pied. Je rate le premier pack à la sortie de l'eau au niveau de la transition. Et si j'avais eu ce pack, forcément, là, j'aurais pu peut-être gagner ce jour-là. Mais bon, c'est avec des scies, Ouais. c'est facile. Mais j'étais super content. Et à la fin de cette année, donc, j'ai fait une sélection avec l'équipe de France sur une Coupe d'Europe junior. Ouais. Et j'étais tombé, c'était pas hyper bien passé. Et derrière, un mois après, j'ai fait mon premier 110.3 en groupe d'âge. Donc j'avais 19 ans. Mon coach le faisait aussi. Il voulait se qualifier en groupe d'âge pour le championnat du monde. Donc était à Nice du coup en 2019. Ouais. Donc ça c'était en fin 2018. Donc je fais Lanzarote, fin d'année.
Et pour mon premier, au final, j'ai fait 10e au scratch avec les pros. Premier de ma catégorie, il me semble. Et deuxième amateur, peut-être, un truc comme ça. Et j'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Mais il y avait quand même, ok, l'année prochaine, c'était une année où j'étais à Aix, en Provence, Ok. au club. On était en D2, l'année prochaine, on était monté en D1, ce qui était improbable. Ouais. Clairement, on avait une équipe assez jeune et puis ouais, c'était pas. Et puis au final, on a réussi à monter en D1, je sais pas comment, mais c'était super sympa parce que qu'avec des jeunes voilà, il y avait quand même Denis Chevreau, Bertrand Billard qui nous avait aidé sur le contre-la-montre par équipe. Parce qu'en Ouais. D2, il y avait un contre-la-montre par équipe à l'époque pour la première étape, donc ça nous avait un peu lancé. Mais dès la deuxième étape, on avait bien marché. Donc en D1, l'année suivante, donc l'objectif c'était encore faire de la D1 quand même et prendre le temps, pas tout de suite faire du long. Et puis le Covid est arrivé et ouais, moi je me suis dit je vais faire du long quasiment Ok. à 100%. Il y a une année j'ai fait les deux, justement l'année 2019, l'année des championnats du monde à Nice, Ouais. où j'ai fini deuxième en amateur et je ratais toutes mes D1. Ok. Je ratais toutes mes D1, j'avais vraiment une catastrophe. Donc j'ai dit, enfin, peut-être faire un choix ou voilà, faire un peu moins de D1 et voilà, et je me suis dit, je m'éclate largement plus sur le long, en faire du long quoi. Ok. Et justement, depuis tout à l'heure, tu parles énormément de ton coach, ton papa et Marjolaine. Est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce que tout de suite tu as compris qu'il fallait s'entourer et construire une équipe autour de toi? Quelle est l'importance justement du coaching pour toi et de l'entourage? Ouais, après, moi, tout de suite au début, c'était Valentin. Je pense que j'ai eu la chance à 15 ans, quand je voulais me mettre au triathlon, enfin, plutôt 16 ans, d'être tombé sur cette personne-là. Ouais. Je pense que c'est le gros problème, j'en discute souvent avec d'autres personnes. Un jeune, aujourd'hui, donc là on est à Angoulême, c'est pas une grosse ville, il veut se mettre au triathlon. Si je n'étais pas tombé sur ce coach, un an après il partait, ce coach par exemple. Donc Ok. un an près, peut-être que Je serais pas là. je serais pas là aujourd'hui, vraiment. Ou peut-être plus tard, ou différemment, ou j'aurais peut-être pas fait le triathlon parce que quand on est jeune, donc on se rapproche forcément d'un club Ouais. pour, on va dire, essayer. Si ce coach n'était pas Valentin à 100% investi comme il a été avec moi à ce moment-là, surtout les premières années, c'est compliqué. J'avais des parents aussi qui étaient investis, toujours Ouais. depuis que j'étais très jeune. C'est aussi le fait que j'ai fait du sport études, tout ça. C'est compliqué de ne pas lâcher quoi. T'as envie de. Enfin, si t'as pas cette source de motivation et cette aide à côté, le gamin, et tu lâches. Tu Ouais. lâches, tu vas plus forcément aux entraînements. Enfin, moi, je l'ai vu en sport études, il y avait des parents qui étaient beaucoup moins investis que les miens. Et mes copains avaient des parents aussi qui étaient très investis. Ouais. Et on a vu la différence sur les performances, tout ça, et très jeune déjà. Et je pense qu'à ce moment-là, si j'avais pas rencontré Valentin, je pense que ouais, ça aurait été différent. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant quand on voit, quand je reçois différents athlètes, il y a le préparateur mental, parfois il y en a, ils ont un nutritionniste, coach sportif, coach de natation. On voit que certains sont très bien entourés et du coup ça a son impact. Mais du coup, comme tu dis, t'en es conscient et c'est une chance. Mais c'était pour voir si c'était volontaire ou c'est des faits de vie qu'on réalisait ça, quoi. Ouais, pour revenir à ça, parce que j'ai pas répondu complètement à ta question, c'est vrai que on peut. Donc moi j'étais bien entouré, donc j'avais ce coach qui m'a lancé. Mais après, quand j'ai commencé à performer, donc là on est plus il y a 3 ans, après le Covid, on va dire, c'était compliqué parce que donc après j'ai rencontré Marjolaine il y a 2 ans et demi, qu'on est ensemble, bientôt 3 ans. Elle a performé tout de suite assez rapidement aussi. Et on s'est rendu compte que ouais, là par contre, il va falloir qu'on soit entouré, Ouais. mais plus qu'un coach qui. Voilà, même un coach à 100% quoi. Donc ça a été compliqué parce que on était hors cadre fédé. Ouais. Donc pas d'aide forcément de la fédé, donc tout ce qui est les soins médicaux, tout ça, le suivi, on va dire, on n'avait pas de suivi, on était livré à nous-mêmes et on avait 22 ans. Ouais. Quand tu as 22 ans, déjà tu performes, tu gagnes des triathlons en France et tout. Un peu à l'étranger, comme Marjolaine, elle gagne le Portugal le 110.3, elle a 21, elle a même, ouais, c'était une semaine de ses 22 ans. C'est compliqué de déjà s'en rendre compte, et aussi de se dire, bah oui, mais il va falloir être entouré, et on commence tout juste à être, on va dire, bien entouré, et essayer d'avoir une équipe, on va dire. Ok. Honnêtement, aussi, on avait beaucoup bougé entre-temps. Maintenant, on est stable fixe à Nice. Ouais. C'est aussi ça, hein, c'est pour créer une équipe, on va dire, il faut aussi être un peu plus fixe. Voilà, après, nous, dans notre début de carrière, on a rencontré plein de gens qui ont voulu nous aider, forcément.
Mais il y en a qui ont eu des intentions un peu malhonnêtes ou quoi. Bien sûr, après, c'est des erreurs, c'est des erreurs de parcours, c'est comme ça. Ouais. Je pense que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Alors, on va dire, dans les 2 dernières années, on a énormément appris. Ok. Sur tous les points, que ce soit sportivement et on va dire les à côté du triathlon. Voilà, le triathlon, c'est pas juste nager, faire Ouais. du vélo et courir hein, à ce niveau-là. C'est bien plus que ça. Et je pense que il y a 3 ans, avant que je sois pro, je m'attendais pas à ça. Ok. Ouais, je m'attendais pas à ça. Pour moi, c'était voilà, bah, juste nager, courir tous les jours, quoi. Ouais, tu voyais pas l'à côté, quoi. Voilà, je voyais pas l'à côté, tout ce qui peut y avoir dans le monde du triathlon et tout ce qu'il faut mettre en place pour performer. Ouais. Il y a aussi le niveau qui a augmenté, donc déjà il y a 5 ans, c'était pas forcément ce qui se fait aujourd'hui, donc déjà c'est sûr qu'on pouvait pas, enfin je pouvais pas m'en rendre compte quand j'étais même pas dans le milieu. Ouais. Et ouais, c'est pas évident. Ouais. Ok. Ouais, c'est sûr que je pense que quand les résultats arrivent, ça doit être assez complexe à gérer, comme tu dis. En plus, vous êtes jeunes. Donc, c'est toute une gestion globale. En plus, vous êtes en couple, vous performez tous les deux. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant, mais au moins, ça fait évoluer, quoi. Ouais, c'est sûr, bah faut. Voilà, et puis pour revenir un peu à ça, il y a 3 ans, je pensais pas que tout les à côté du triathlon seraient comme ça. Ok. Mais par exemple aussi, je pensais pas qu'on pouvait gagner aussi peu, honnêtement, en triathlon. Enfin, je pensais que s'il y a 3 ans, on m'avait dit dans 3 ans tu fais ces résultats, pour moi c'était sûr que je vivais du triathlon à 100%. Ok. Aujourd'hui, je peux pas dire que je vis du triathlon à 100% et Marjolaine pareil. On vivote, bien sûr, on gagne des primes, des choses comme ça, mais il n'y a rien de stable. Il n'y Ouais. a pas d'entrée d'argent tous les mois, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de choses comme ça. Ouais. Aujourd'hui, et c'est on va dire, notre prochaine étape pour nous deux, c'est vraiment de faire ça, quoi. Ok. De réussir à avoir des entrées d'argent fixes, plus de sponsors aussi, et pour être un peu plus serein, quoi. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle l'année dernière j'ai fait ce calendrier très chargé. Ouais, justement, on va y revenir. Ça va être assez intéressant parce que je me demandais surtout, finalement, comme tu dis, maintenant vous êtes un peu plus fixe, mais si je dis pas de bêtises, tu pars souvent en stage à La Réunion quand ici en France il fait un petit peu moins beau, donc assez malin. Ça, pourquoi tu l'intègres dans ta préparation et quel impact ça peut avoir? Bah, avant tout, on va revenir au point de départ. Marjolaine habite à La Réunion, ses parents habitent à La Réunion, elle a grandi à La Réunion pendant 10 ans. Avant tout, Marjolaine voulait voir ses parents. Ouais. Clairement, c'est pour voir ses parents parce qu'elle les voit pas souvent. C'est assez loin. Donc compliqué comme pour eux, comme pour elle, de bouger assez souvent. Donc c'était avant tout pour ça. Donc voilà, bien sûr, après, il y a des bonnes conditions, il y a tout ce qu'il faut là-bas pour s'entraîner et pour performer dans la saison. Mais le vrai point de départ, c'était quand même parce qu'elle voulait voir ses parents. Ça aurait pu être complètement ailleurs, Ouais. quoi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des super conditions ouais, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à exploiter à La Réunion. Après, voilà, pareil, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs. Hein. J'ai passé 6 mois la première année là-bas. Je pense que je me suis fini blessé au bout de 5 mois. Ouais. Je pense que je me suis cramé, par exemple. C'est des conditions qui sont assez dures, il fait chaud, il fait humide. Au niveau on va dire des retombées, après c'est comparable à l'altitude. Hein. Ouais. Mais bon, pareil, faut y aller progressivement, il faut pas trop en faire, quoi. Ouais, c'est sûr que. Donc, ouais, c'est pas évident à gérer, mais c'est aussi ouais, intéressant d'y aller et ça fait du bien, ouais, quand même, de couper l'hiver par cette période. Ok, bon, en tout cas, c'est cool de voir l'impact que ça peut avoir. Et c'est vrai que comme l'altitude, faut le gérer, mais quand tu me dis 6 mois, ça fait des gros blocs, quoi. Donc le corps, il doit subir, quoi. Ouais, c'est le problème, on perd beaucoup en eau, on transpire énormément. Ouais. La récup, voilà, faut essayer de se mettre au frais après les entraînements. Tu t'entraînes que le matin, t'es aussi un peu décalé parce que compliqué de s'endormir le soir. Ouais. Donc tu dors beaucoup moins là-bas et le matin, faut que tu te lèves pour aller t'entraîner. Il fait trop chaud sinon. Ok. Après, impossible de courir, on va dire, entre 11h, même avant, et 18h, 17h30. Impossible de Ouais. courir. Donc, faut s'organiser. Nous, ce qu'on fait, bah, vélo le matin, assez tôt. On part vers 6h, 6h30. Après, donc on mange, deuxième déjeuner, petit-déj. Après, on redéjeune. Des fois, moi, j'enchaînais à pied quand même. Ouais. Ça peut passer quand c'est pas très long. Et après, natation dans l'après-midi ou en fin de matinée. Et le soir, plutôt course à pied, du coup. Ok. Ou alors des courses à pied le matin aussi. Ouais, donc Très tôt. Ouais, la chaleur Donc, a son impact. Ouais, et bien sûr. il faut Donc s'adapter, quoi. voilà, le soir compliqué de s'endormir
avant 22h. Ok. Parce que aussi il fait chaud, tout ça. Et donc, et puis, ouais, c'est pas évident, c'est pas le même rythme. En Ouais. France, enfin qu'en métropole, parce que c'est la France. Et du coup, pas évident. Ok, bon en tout cas c'est super intéressant de voir ça et justement on parlait de ce calendrier de l'année dernière un peu chargé, on va voir si cette année tu as une autre stratégie, mais si je dis pas de bêtises c'est là où je me dis que j'ai peut-être mal préparé mon épisode, mais tu as fait plus d'une dizaine de courses l'année dernière, des 73. Quel est l'impact sur ton corps et surtout la question que je me pose c'est est-ce qu'à un moment donné dans la saison tu arrives à atteindre un pic de forme ou alors c'est trop dur parce que tu enchaînes beaucoup trop de compétitions? Ouais, j'ai fait 13 half, 2 Ironman, une course des couples avec Marjolaine, donc sur un format S, Ouais. et un autre S à Saint-Raphaël. Plus un relais, c'était un peu en même temps. C'est 2 jours, un jour d'intervalle. À la base, c'était vraiment prendre de l'expérience. Au début, dans l'hiver, avec c'est mon ancien coach Valentin, c'était vraiment prendre de l'expérience, enchaîner les courses, voir ce qui se faisait dans le monde pro, on va dire. Ouais. Et je pense que je regrette pas du tout cette année, ça m'a énormément servi. Mais je m'en suis bien sorti parce qu'honnêtement, ça aurait pu avoir des conséquences plus lourdes que ça, hein. On n'y pense pas, hein, forcément. Mais je pense que la blessure de fin d'année que j'ai eue avant Hawaï, c'était juste ça, hein, c'était pas grand chose, mais j'ai eu de la chance, ouais. Et même psychologiquement, j'ai tenu. C'est pas donné à tout le monde. Je pense que j'étais tellement motivé, tellement. Ouais, j'avais tellement envie. Je pense que. Ouais, ça passait comme ça, quoi. Après, je m'entraînais pas. Ouais. Je m'entraînais quasiment pas, je récupérais. Avec les voyages, c'était très dur aussi à gérer. Ouais, C'était ma première année, décalage, et même l'organisation, parce que tu pars 3-4 jours avant la course, faut faire tes valises, tout ça, tu perds du temps d'entraînement. Après la course, pendant 2 jours, je faisais quasiment rien, 3 jours. Et même des fois, pendant 5 jours, je faisais quasiment rien, ou juste un footing et une natation. Ouais. Et je faisais que récupérer. Et je faisais 0 bloc d'entraînement quasiment. L'année dernière, j'ai fait un bloc d'entraînement après Aix, avant mon premier 110.3, mon premier Ironman à Francfort. Donc j'ai fait 3 semaines d'entraînement de bloc. Et j'ai refait un mini bloc de même pas 2 semaines avant Kona. Ouais, donc en fait t'étais en récup affûtage tout le temps, quoi. C'est ça exactement, j'ai quasiment pas fait de bloc. J'ai pas fait plus de 3 semaines de bloc l'année dernière, de suite. Donc c'est même pas un bloc, on appelle ça, c'est un demi-bloc, je sais pas comment on peut appeler ça même. Mais c'était une super expérience, et j'ai eu, je pense, pas de pic de forme justement. Aucun, tu penses Je pense, non. Ou alors je les ai pas contrôlés, parce que par exemple à Gérardmer j'étais super bien. Ouais. Gérardmer comme ça, alors que 2 semaines avant je fais les mondes ITU avec la Fédé. J'étais nul, clairement. Derrière, je me reposais un peu, je fais pas grand chose. Pourtant, entre les deux courses, il y avait 2 semaines. Et j'étais super bien. Super bien. Ce jour-là, c'était un championnat du monde. Ça aurait été très très bien, je pense. Et derrière, je fais. Voilà, après, j'ai fait aussi des erreurs. J'ai un peu poussé trop loin. Quand là, je fais Gérardmer. Une semaine après, je fais Royan. Ouais. Une semaine encore après, je fais Dallas, le PTO, donc avec le voyage. Et donc là, j'en fais 3 en 2 semaines. Donc 3 110.3 en 2 semaines. Et c'est là où je me blesse 4 jours après l'entraînement. Yeah. Donc j'étais avec Sam à Dallas, on fait une séance à pied, un peu mal au tibia, et le lendemain, impossible de descendre les escaliers, et on partait pour Kona. Ok. Donc j'étais même pas arrivé à Kona, que j'étais blessé. Ouais. Donc compliqué. Sur le moment, je pensais que c'était pas grand chose, et c'était compliqué de savoir ce que c'était vraiment en plus, parce que forcément, tu peux penser à la fracture de fatigue. Ouais. Je pense pas, hein, parce que c'est quand même. Enfin, après, j'ai quand même fait 6 semaines sans courir, sauf un marathon entre les 6 semaines quand même. Mais c'est passé. En fait, j'ai fait 3 semaines avant Kona sans course à pied. J'ai couru le marathon. J'ai refait 3 semaines entre Kona et les mondes 110.3 à Saint-Georges sans courir. Ok. J'ai couru un peu sur la dernière semaine, ça allait beaucoup mieux. Je suis tombé sur un super kiné à Saint-Georges. Qui m'a fait des techniques, donc c'était de l'acupuncture, hein, une sorte avec des aiguilles, branchées avec des électrodes, et sur mon tibia. Ça faisait très mal, mais ça a hyper bien marché. Ah, oui. Et il m'a fait un peu de renforcement, des choses comme ça aussi. Et je pense que ça a aidé aussi. Je pense que j'avais besoin à ce moment-là peut-être de renforcer une petite partie. J'avais peut-être une faiblesse aussi, hein, donc. Et j'ai pu courir avec mon 110.3. Je fais un temps qui n'est pas si mauvais, donc je fais 10e après 3 semaines après Kona, où j'étais quand même bien fatigué, quoi. Ouais, j'imagine. Et justement, quelles conséquences t'en tires? Parce que là, du coup, t'as pris de l'expérience. Comment tu abordes cette nouvelle saison? Est-ce que là, t'as des pics de forme qui sont bien définis? Après, je sais qu'il faut quand même aller chercher les slots pour les championnats du monde. Comment tu gères cette saison-là avec un petit peu plus de recul, du coup, maintenant?
Bah là, l'objectif, clairement, c'était après cette saison, je me suis dit, ok, l'année prochaine, je veux faire complètement différent Ok. et je veux créer des pics de forme. Je veux être en forme le jour J sur les courses importantes. Euh, donc, le but, ouais, c'était ouais, de créer ces pics de forme. Donc, pour l'instant, après, j'ai fait l'Afrique du Sud en début de saison. Ouais. Je casse mon dérailleur tout de suite. Donc, voilà, ça commence mal. Derrière, donc, je fais Cannes, triathlon de Cannes. Donc là, c'était un peu en prépa avant mon ITU. C'était plutôt bien passé. J'étais en pleine semaine d'entraînement. C'était cool. Et le but, ouais, c'était le premier objectif de la saison, les mondes ITU quand même. Ouais. Bah nickel quoi, tout se passe nickel, sauf ma chute à T2 qui je pense vraiment me coupe les jambes pendant 10-12 km, j'étais vidé quoi. Ouais, tu m'étonnes. J'avais plus rien comme si c'était en hypoglycémie. Heureusement je me refais bien après et je finis bien, donc ça c'était le gros point positif. Mais voilà, je pense que j'ai eu du mal à gérer parce que je pense que j'étais vraiment sur un pic de forme ce jour-là. Ouais. Et derrière, j'ai pas pensé que après un pic de forme, souvent on n'est pas bien quoi. Ouais. Et du coup, on a été tenté par faire donc le challenge Samorin. Ouais. Et c'était une mauvaise idée. Donc voilà, c'est encore de l'expérience. C'est encore, voilà, hein. Quand c'est la première fois qu'on fait une saison où on veut faire des pics de forme, forcément on fait aussi des erreurs. Donc ouais, là le deuxième objectif c'est la qualif pour Nice du coup, ce dimanche. Ouais. Et après voilà, le deuxième gros objectif de la saison sera les mondes à Nice si j'ai la qualif. Ouais. Ok. Et justement, parce que là, tu as vraiment cette partie pic de forme redescente, avec des objectifs du coup qui sont plus éloignés et tu fais des blocs de travail. Mais pour quelqu'un comme toi qui, comme tu le disais, adore la compétition, est-ce que c'est plus dur mentalement les entraînements parce que la compétition est plus loin ou justement ça va? Ouais, c'est un peu plus dur, hein, c'est différent. Après, je sais que j'aime quand même m'entraîner, mais c'est un peu plus dur parce que forcément, l'année dernière, je m'entraînais quasiment pas. Et je finissais une compétition, j'avais déjà la tête sur l'autre compétition, quoi. Ouais. Et je sais que j'aimais ça me tenait et j'adorais ça. Là, c'est un peu plus compliqué, il faut repartir à l'entraînement, mais c'est bien parce qu'en fait, dans ma tête, je me suis vraiment dit, essaye de progresser à chaque fois, quoi. Ouais. C'est va à l'entraînement et va progresser, va passer des caps, c'est que comme ça. En enchaînant les compétitions, tu vas prendre de l'expérience, mais tu vas pas passer de cap. Et ça, je l'ai compris l'an passé. Je pense qu'il y a 1 an et demi, j'avais pas le même discours. Et ouais, ça m'a fait évoluer. Et maintenant, ouais, je vois un peu les choses différemment. Ok. Et justement, si on fait un focus sur ce pic de forme qui est attendu dimanche sur le full à Nice, j'avais une petite question, c'était sur la partie nutrition. Je sais que tu es avec 226 ERS. C'est quoi ton protocole sur une telle course, sur un full Tu prends combien de grammes par heure? Est-ce que tu prends ton gel avant la natation? Qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs sur cette partie-là? Ouais, j'ai un gel à prendre avant la natation. Ça, je fais ça depuis pas si longtemps que ça. Ça me correspond bien. Ok. Je pense qu'il faut trouver son truc, hein. Il y a des personnes qui aiment pas forcément. Moi, ça me correspond bien. Euh, je prends entre 100 et 110 grammes par heure, à Ok. peu près. Donc, pareil, ça demande un peu d'entraînement. Je sais que j'ai pas trop de problèmes et je touche du bois encore au niveau, on va dire, des intestins, estomac. Ouais. Donc, c'est pas donné à tout le monde, hein. Donc, je sais qu'il y a beaucoup, même chez les pros, qui ont des problèmes, hein. Peut-être avec les quantités de glucides qu'on ingère tous les jours à l'entraînement, tout ça, je Ouais. pense qu'un seul coup on peut saturer. Voilà, après moi je suis très boisson maintenant. Ok. J'ai beaucoup évolué dans la nutrition, hein. C'est vrai que c'est pareil, hein. Quand ça fait partie de mon expérience de l'an passé, hein, quand on côtoie d'autres professionnels ou quoi. Ouais. Moi, il y a 2 ans, j'étais encore avec des bars, des petits gels. Quand tu vois, tu dis non. Quand tu commences à comprendre, à dire non, mais il y a des gels, il y a des gels de 50 grammes qui existent, tu vois. Ouais. Maintenant, je rigole maintenant, mais avant, je pouvais pas savoir, quoi. Pareil, des bars, pour moi, les bars, c'était bien. Ouais. Je déconseille pas, hein. Il y a des gens qui, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, en tant que pro, il n'y a aucun pro quasiment qui prend qui mâche quelque chose. Voilà, Ok. ça peut être des gummies, des choses comme ça. Mais ça tourne surtout donc à du gel Ouais. et de l'eau, enfin de l'eau et du liquide, pardon. Voilà, il y en a qui font des énormes mix de gel mélangés dans Ouais. les boissons. Il y en a dans des boissons, ils ont 400 grammes de glucides et ils prennent par petit à petit et mélangés avec une autre gourde d'eau. Du coup, Ouais. il y a plein de techniques possibles. Moi, je sais que donc, je prends donc beaucoup en liquide, quelques gels quand même. Ok. Voilà, donc moi c'est en gel chez 226, donc mon sponsor depuis maintenant 2 ans.
J'utilise donc les Height Energy. Ouais. Donc c'est gel de 50, c'est ce que je préfère. Avec mon goût préféré, fraise salée. Ah, moi aussi. C'est le meilleur. Franchement, ouais. Surtout en ce moment avec les températures, tout ça, parce que selon les saisons, il y a des gels qui passent plus ou moins bien. Ouais. Mais c'est vrai que fraise salée, il y en a beaucoup qui l'aiment bien. Il est bon, hein. Je sais pas, ouais. Et voilà, en boisson, j'utilisais la Sem 9. Donc c'est une boisson qui est faite pour les longues distances quand même. Ouais. Avec donc chargé 80 grammes de glucides. Donc, je le mets dans un bidon et je rajoute 20 grammes de glucides avec des électrolytes, tout ça. C'est une Ok. autre boisson là, qui s'appelle donc il y a l'Hydra Zéro et Isotonique. l'isotonique, ouais, c'est ça. J'utilise l'isotonique en plus. Donc il y a 20 Ok. grammes de sucre en plus, comme ça fait un bidon à 100 grammes. Donc j'ai 2 bidons à 100 grammes et un bidon d'eau. Et après, je prends les ravitaillements forcément de l'orga. Ouais. Donc Ironman, ça peut être du Gatorade par exemple. Et voilà, c'est comme ça que. Ok. Ouais, donc ça te fait quand même une belle partie nutrition avec pas mal de glucides à ingérer, quoi. Ouais, je pense que c'est hyper important, hydratation et nutrition, surtout sur l'Ironman. Ouais. Mais même sur un half, aujourd'hui, je pense que ça fait la différence quand on travaille dessus. Et justement, la nutrition, tu dis que c'est super important. Et toi, tu manges quoi la veille d'une course? Est-ce que tu as un repas préféré ou alors ça dépend de ce qu'il y a autour de chez toi? Ouais, je mange souvent pizza, Ok. tiramisu. C'est un peu avec Marjolaine, notre repas fétiche, entre guillemets. C'est pareil, c'est notre truc perso. Ouais, chaque triathlète a leur Ouais. truc, quoi. Ou leur truc. Et ouais, on adore ça. Et ouais, on fait le plein, quoi, avant la course, quoi. C'est vrai qu'il y en a plein, ils sont assez surpris. Même des pros, hein. Des fois, il y a des pros, ils me disent, ouais, tu manges ça. Ça m'arrive même de prendre des pâtes en plus. De la pizza. Ouais, pâtes, pizza, tiramisu. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais je sais que, enfin, voilà, c'est mieux quand je prends que pâtes, quand même. Ouais. Que pizza, pardon. Ok. C'est que je sais que j'ai bien mangé en amont de la course et j'attends pas le dernier moment. C'est vrai que des fois, j'ai senti que je puisais un peu dans la semaine d'entraînement et avant la course. Et si la veille de course, j'ai aussi faim, entre guillemets, c'est que j'ai pas fait trop le stock. Ok. Et d'un point de vue justement entraînement, ta dernière séance choc, c'est quand à peu près par rapport au full de dimanche? La dernière séance choc vraiment a été ça a été fait le week-end dernier, donc j'en ai fait une vendredi. Ok. Où j'ai fait la reco complète avec majorité à leur course. Ok. Donc avec casse de chrono, tenue vélo, tout ça, enfin vraiment ma nutrition de course. Ok. Et le but c'était vraiment surtout de tester la nutrition pour voir si tout allait bien. Donc ça fait un beau morceau avec un enchaînement de course à pied une demi-heure derrière Ouais. à leur course. Pareil en mettant un peu de nutrition, on va dire du début du marathon. Ouais. Et après j'ai refait une séance côte là par exemple dimanche dernier, 2 fois 5 km en col. Voilà, c'est sur des pulses à peu près d'Ironman mais Ouais. en montée, donc ça va pas forcément très vite mais ça travaille un peu musculairement. Là, c'était mes 2 dernières grosses séances de la semaine dernière. Et après, là, cette semaine, c'était plus tôt et c'est encore le cas tranquille. On a juste quelques rappels, mais c'est pas grand chose. Ok. Et justement, quand tu vas chercher un slot comme ça, c'est un peu l'objectif. La stratégie, c'est quoi? C'est avant de partir, de toute façon, l'épisode il sortira après la course. Mais tu pars à l'attaque, tu restes sur la défensive. C'est quoi tes stratégies, toi, en général? Ou alors tu vois au moment et t'avises en fonction de ce que les autres athlètes peuvent faire? Ouais, c'est assez compliqué. Je me suis posé plusieurs fois la question et je suis presque sûr de moi à 100% maintenant, hein, parce que j'ai réfléchi à tout ça. Surtout avec mon coach, mais on va refaire un appel demain pour vraiment planifier ça correctement. Ouais. C'est assez compliqué, hein, parce que c'est sûr qu'il faut que j'aille sur le slot, mais j'ai quand même envie de gagner et de faire un bon temps, quelque chose de bien sur cette course. Donc en faisant quelque chose de bien et un bon temps, voilà, ça peut être risqué, honnêtement. Si je fais une défaillance, forcément, ça peut être très risqué. Donc là, pour l'instant, ce qu'on a décidé, c'est de partir sur des bases un peu qu'on a analysées après justement cette race simulation que j'ai fait la semaine dernière. Voilà, je sais que j'étais quasiment sur les bases du record de vélo l'année dernière de William à l'entraînement, sachant que j'étais gêné sur la prom, les descentes pas fermées, donc un peu compliqué. Donc toutes les parties roulantes et montantes, j'ai fait mieux. Donc je vais partir sur ça pour l'instant. Si je fais ça et un bon marathon, je pense que je serai pas mal déjà. Ok.
Je pense que je serais pas mal si je fais voilà, dans mes allures et je respecte mon plan. Je pense que je vais partir sur ça, respecter mon plan, quoi, tout simplement. Et voilà, je vais regarder un peu les autres, mais je vais faire aussi la course pour moi, je pense, le dimanche. Ok, bon bah je suis pressé de voir ça dimanche et on verra quand l'épisode sortira ce qu'il en est. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que si tu arrives à passer ça, des grosses séances comme ça à l'entraînement, normalement avec la compétition, ça peut que t'aider, quoi. Ouais, bien sûr, je pense que ça m'a surtout aidé, je pense, au niveau de la nutrition et tout, hein. Aussi pour se rassurer, pour se dire, ok, c'est ok la nutrition, quoi, déjà. Ouais. C'est ce qu'il me faut, et voilà, après les jambes de dimanche, je prends les jambes de dimanche. Mais voilà, le but, c'est surtout de caler la nutrition et l'hydratation, qui est hyper important, et encore plus sur un Ironman où il fait chaud, comme dimanche. Ouais, ce qui Il est est dans annoncé, 30 degrés. ouais, ça va être solide. Je pense quoi. que voilà, c'est pour ça j'ai fait l'entraînement à peu près sur les mêmes conditions, mais voilà, il y a aussi peut-être sur le marathon, c'est pas exclu que l'allure je la ralentisse un peu au final. Ok. Ça sera à voir en fonction du vélo, comment je me sens. Bon, après le vélo. écoute, on va voir ça dimanche. En tout cas, merci pour ce partage et cette transparence. On va passer à la petite FAQ avec une première question de Perrine. Elle te demande comment gères-tu tes entraînements avec Marjolaine? Est-ce que vous vous entraînez ensemble ou juste vous partez en même temps et chacun fait sa vie? Comment ça se passe? Alors avec Marjolaine, on a 2 entraîneurs différents. Ouais. Donc, Marjolaine, c'est Yves Cordier qui l'entraîne. Moi, c'est désormais Casper Pedersen, un Danois. L'année dernière, avant, on s'entraînait un peu plus ensemble parce que avec mon ancien coach, je participais, on va dire, Ok. aussi au plan d'entraînement. Et c'est moi un peu qui gérais l'organisation dans une semaine en fonction de ma fatigue, tout ça et tout. Et ça m'a énormément appris, hein. Le but, c'est aussi ça, hein, c'était d'être autonome. Ok. C'est avant tout le but, hein, c'est pas d'avoir un coach qui envoie un plan et appliquer à la lettre bêtement. Je pense que c'est important de s'investir à 100%, surtout en tant que pro, et d'interagir avec son coach. Donc c'était un peu le gros avantage parce que du coup, j'ai géré un peu ça et je m'entraînais un peu plus avec Marjolaine. Voilà, on partait ensemble, moi je faisais ma séance, on revenait ensemble. Aujourd'hui, avec mon nouveau coach, c'est un peu plus cadré, on va dire. Je pense que ça m'a fait du bien, donc j'ai un peu moins de liberté sur ça, mais j'essaye dès que possible, et ça reste quand même assez régulier quand même, hein, de m'entraîner avec Marjolaine, ouais, bien sûr, partir ensemble en vélo, voilà, comme ce matin on est parti ensemble, elle a fait sa séance d'avant, pas ce matin, c'était hier, et moi j'ai fait ma séance d'avance, on est rentré ensemble, elle a rallongé un peu et moi je suis rentré, mais on essaye dès que possible, quand on va nager, on nage ensemble sur les mêmes créneaux avec le même club. Dès qu'on peut courir ensemble, on peut. S'il y en a un qui s'entraîne pas, il va aider l'autre à la ravitailler, tout ça, parce que c'est vrai que souvent on est seul sur les sorties longues ou quoi, du coup on s'auto-ravitaille, et dès qu'on peut, on va aider l'autre, quoi. Et, on participe comme ça ensemble, et ça a toujours été, et ça sera toujours notre force. Ok, bon merci pour la réponse pour Perrine. Justement, là, il y a une question de Pierre et t'en parlais un petit peu. Qu'est-ce qui a changé dans l'approche de ton entraînement avec ton nouvel entraîneur? Ouais, donc plus cadré. On est aussi sur une approche qui est un peu plus scientifique. Où on contrôle, on est sur du lactate aussi, on travaille un peu avec ça. C'est pas non plus comment on appelle ça, une révolution, hein. Mais c'est important de travailler avec quand même sur certaines périodes. Surtout pour de l'Ironman, c'est quand même intéressant, hein. Et après, c'est tout ce qui est aussi son expertise. Et ses conseils, tout ça, parce que c'est quelqu'un qui est jeune, par contre, qui a 2 ans de plus que moi, mais qui est depuis longtemps avec Magnus et d'autres Danois dans le milieu professionnel. Et ça, c'est hyper important. Donc, il nous aide aussi tout ce qui est sur l'aérodynamique, tout ça et tout, parce que c'est différentes mentalités, hein. Je pense qu'en France, on est moins rigoureux. Des pays comme ça, la Norvège, on l'a vu avec les Norvégiens, Blumenfeld et Iden. Et les Danois, tout ça, les Allemands sont très rigoureux dans l'entraînement. Je pense que ce qui est bien, c'est de faire un mix, et je pense que c'est ce que les Norvégiens ont un peu fait, hein. C'est un peu de folie, on va dire, dans l'entraînement, et aussi avoir ce côté rigoureux, faire un mix de tout ça, et je pense que c'est une bonne recette. Et justement, une question que je me pose, parce que justement, là tu parlais de cet entraîneur danois, mais quel est l'impact pour toi d'avoir un entraîneur aussi loin, en fait? Parce qu'avant, avec Valentin, vous avez quand même une proximité. Est-ce que ça, c'est facile à gérer ou c'est quelque chose qui a été compliqué pour toi?
Bah, avec Valentin, on avait moins en moins cette proximité quand même parce que il était toujours basé à Angoulême. Ouais. Moi, j'étais basé sur Nice depuis que je suis avec Marjolaine, donc ça faisait 2 ans, presque 2 ans que déjà on se voyait un peu moins. Ok. Donc, je me rapproche au final de la fin d'avec Valentin parce que j'ai maintenant avec Casper. Et encore, Casper, vu qu'il est entraîneur à 100%, il pouvait vraiment il peut bouger quoi, comme la semaine dernière. Ok. Il peut venir avec moi, il n'y a pas de problème. Il est plus libre, on va dire. Ok. Donc, il peut plus facilement bouger. Il a pas de vie de famille, tout ça. Donc voilà, il est vraiment entraîneur à 100%. Et c'est ça que je recherchais aussi, c'est que quelqu'un qui est disponible et qui peut m'aider dès que j'ai besoin, qui est là, quoi. Ok. Donc j'ai pas besoin d'un entraîneur d'avoir quelqu'un tous les jours. Je pense pas que Ouais. aujourd'hui j'en ai besoin. Et ça, c'est aussi grâce à mon ancien entraîneur Valentin avec lui on a créé cette autonomie. Et ça, c'est une très bonne chose. Et il m'en avait parlé assez jeune déjà, hein, que c'était important. Et je pense que bah voilà, au bout de 8 ans, je l'ai bien intégré. Ok. Et ouais, donc non, c'est pas gênant, c'est très bien comme ça. Bon, bah écoute, parfait. On voit que la transition est bonne. Pressé de voir un peu l'évolution sur les pics de forme sur cette nouvelle saison. Je vais finir par 2 questions que je pose toujours sur le podcast. La première, c'est quel est ton plus beau souvenir en triathlon? Alors, mon plus beau souvenir en triathlon, je pense que bah, c'est les championnats du monde ITU cette année. Ok. La victoire avec Marjolaine, parce que bah, gagner être champion du monde, c'est bien, mais être champion du monde à 2 et en couple, c'est incroyable. Je pense que les émotions sont multipliées par 10. Et aussi, je pense que derrière, on a eu un petit contre-coup. C'est aussi émotionnellement, hein, c'est pas évident. C'est pas évident à gérer, hein, quand on se prépare pour une compétition. Tous les deux, c'était aussi notre objectif principal du début de saison. Et on réussit tous les deux, avec une course complètement différente. La manière était complètement différente, mais c'est ça qui était limite encore plus beau, quoi, parce que Marjolaine a écrasé la course, moi c'était plus serré. C'était pas gagné d'avance pour moi, loin de là. Je rattrape qu'à 2 km de l'arrivée. Je gagne avec 40 secondes d'avance uniquement. Et ouais, je pense que ouais, c'est le plus beau souvenir et bah, j'espère qu'il y aura encore plus beau. Mais déjà, c'est pas mal, hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de couples qui peuvent dire ça, être champion du monde le même jour, de la même discipline. Je pense que ouais, c'est pas mal. Bon, ouais, c'est bon. En tout cas, c'était un beau coup de projecteur pour le triathlon français. Donc, merci à vous deux. Et justement, lors d'un entraînement difficile, tu te dis quoi? Bon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Hein. C'est vrai que moi, souvent, je pense à la compétition. Ouais. Okay. C'est vrai que c'est pour ça que ça peut être dur des fois pendant l'hiver. Et encore, même, j'arrive à me projeter assez bien quand même, je trouve. On peut être en plein mois de décembre. On peut être le 15 décembre, il peut pleuvoir et faire nuit. Et je suis une séance d'entraînement. Et je pense que je peux déjà penser au prochain championnat du monde de l'année suivante. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, merci pour ce partage, merci pour ce moment. Et puis, écoute, maintenant, on a échangé beaucoup sur ce dernier objectif, ce premier objectif de la saison qui est vraiment le full à Nice. Donc, on verra le résultat et le podcast sort juste après. Donc, merci à toi et à très vite. Merci beaucoup, merci à toi. Merci, ciao, ciao. C'était plus si je gagnais. En fait, c'était très simple à cette époque-là. Maintenant, on va dire que les jeunes, les enfants à l'heure actuelle, ils ont déjà les trifonctions, ils ont déjà les vélos. Il y a 30 ans, c'est comme ça, par mois. Et mon père, il m'avait en cinglet, donc j'avais la brassière de ma mère. Je nageais avec, j'avais le dossard accroché. Je roulais sans.